Salut les amis, dans cette présentation, on va parler de l'œuvre de Victor Hugo intitulée Le dernier jour d'un condamné. Donc, on va essayer de faire une entrée dans l'œuvre de ce roman à thèse, tout en essayant de donner quelques informations essentielles qui ont un rapport avec ce roman à thèse. Et bien sûr qu'on va commencer d'abord par le plan. Le premier point qu'on va traiter dans cette présentation, c'est la vie littéraire de Victor Hugo. Dans cette partie, on va essayer de donner quelques informations de la biographie et la bibliographie de Victor Hugo, sa vie littéraire, personnelle, et ensuite donner quelques œuvres, quelques-unes des œuvres de Victor Hugo. Ensuite, on va passer au romantisme. On va essayer d'étudier et de donner quelques caractéristiques de ce courant littéraire. Ensuite, on va passer à une petite étude du genre. Donc, on sait très bien que Le dernier jour d'un condamné, c'est un roman à thèse. Alors, on va donner quelques caractéristiques de ce genre d'écrit. Et ensuite, on va essayer de donner quelques informations à propos d'autres genres qui ont un rapport avec ce roman, qui ont un rapport avec cette œuvre, bien ce genre d'écrit. Finalement, on va passer au paratexte de l'œuvre. On va donner quelques informations générales à propos de ce roman de Victor Hugo. D'abord, le premier point, la vie littéraire de Victor Hugo. Donc, Victor Hugo est un écrivain français du 19e siècle. Il est poète, dramaturge, romancier, essayiste, critique et philosophe. Et voilà, il s'agit bien d'un profil très riche. Victor Hugo, il ne s'agit pas d'un écrivain ordinaire, c'est un grand écrivain qui a marqué l'histoire de la littérature de façon générale. Il est d'abord un poète, qui fait de la poésie, un dramaturge, il a écrit plusieurs pièces théâtrales très intéressantes. Ensuite, c'est un grand romancier. Déjà, romancier, on est en train d'étudier son roman, Le dernier jour d'un condamné. Essayiste, il a fait des essais, critique aussi, un grand philosophe. Voilà que ses pensées déjà sont des pensées savantes qui sont lourdes et riches en matière de savoir et de connaissances. Il est né le 26 février 1802 à Besançon. Donc c'est en France, donc comme on avait dit, c'est un grand écrivain français. À l'âge de 14 ans, donc c'est un âge précoce déjà, 14 ans, il a écrit sur son cahier d'écolier: Je veux être Chateaubriand ou rien. Et voilà, c'est déjà les prémices d'un grand écrivain. C'est quelqu'un qui trace déjà des objectifs ambitieux et bien sûr qu'il veut être soit Chateaubriand, soit rien. Et Chateaubriand, comme vous le savez très bien, c'est un grand écrivain aussi, un grand poète. Voilà, donc, et Victor Hugo, il a pris comme exemple Chateaubriand. Cela veut bien dire déjà que Victor Hugo, c'est quelqu'un qui était déjà, dès son jeune âge, il avait des objectifs remarquables. Ensuite, à l'âge de 17 ans, il publie sa première revue, Le Conservateur littéraire. C'est à l'âge de 17 ans. Donc c'est très intéressant. Ensuite, à l'âge de 19 ans, il publie son premier recueil de poèmes, Odes et ballades. Donc, elle a écrit un ensemble de poèmes. Elle a essayé de regrouper tous ces poèmes sous une même rubrique dans un livre qu'on appelle recueil. Donc, dans ce recueil, il avait donné à ce recueil le nom de Odes et ballades. Et Odes et ballades, ce sont déjà des genres poétiques. Donc, pour dire aussi, à l'âge de 19 ans, elle a écrit un recueil, ça veut dire un ensemble de poèmes. Voilà, c'est déjà pour dire que c'est un grand écrivain. En 1827, il publie un drame romantique. Donc, on passe maintenant à son autre talent, un talent de dramaturge. C'est quelqu'un qui écrit des pièces théâtrales. Donc, il publie un drame romantique, Cromwell, dont la préface contient les normes du théâtre romantique qui devient un manifeste du romantisme. Donc, dans cette pièce théâtrale, dans ce drame romantique
intitulé Cromwell, elle avait déjà excellé, elle avait déjà essayé d'instaurer les règles déjà du théâtre romantique. Donc elle a contribué à la construction des normes et des règles du romantisme. Donc pour dire que Victor Hugo, c'est toujours un talent, un grand. Voilà, en 1830, il publie le drame romantique intitulé Hernani, hein, une autre pièce théâtrale. Voilà, c'est une autre pièce théâtrale, où il met en pratique les normes déjà élaborées dans la préface de Cromwell. Cela était à l'origine d'une polémique célèbre sous le nom de la bataille d'Hernani. Donc voilà, si on parle de drame romantique, on va parler de Victor Hugo. C'est un créateur à ce niveau-là, donc elle a essayé de créer déjà et d'établir les normes de ce genre théâtral. Ensuite, elle a abordé des thèmes d'abord purement romantiques, touchant aux préoccupations du peuple, à savoir l'amour, la liberté, la justice, la violence, la nature, la haine, et ainsi de suite. Tout ce qui préoccupe l'esprit des personnes au XIXe siècle. Donc, il était impliqué dans les conditions qui régnaient à son époque. Victor Hugo, malheureusement, est mort. Donc, c'est le début, et toujours, chaque début, il y a une fin. Il est mort le 22 mai 1885 à Paris. Et c'est la fin de donc la fin chronologique en termes de date seulement, mais toujours il est présent. Victor Hugo, il est mort le 22 mai 1885. Voilà. La bibliographie maintenant de Victor Hugo, quelques-unes de ses œuvres. Au niveau de la poésie, elle a écrit des recueils très intéressants. Les Contemplations en 1856, La légende des siècles 1859-1883 et Les Châtiments 1853. Là, c'est à titre d'exemple, il y en a d'autres. Donc, il a écrit aussi des romans, beaucoup de romans. C'est un romancier, un grand romancier. Il a écrit Notre-Dame de Paris en 1831, Les Misérables 1862, Les Travailleurs de la mer en 1866. Comme dramaturge, elle a créé des pièces de théâtre. Elle a fait des pièces de théâtre, à savoir Les Feuilles d'automne, Le Roi s'amuse, Ruy-Blas. Voilà. Donc, le courant maintenant littéraire, le romantisme. On avait parlé de drame romantique et tout. Lui, donc, Victor Hugo, il fait partie de ce mouvement littéraire qui est le romantisme. Qu'est-ce qu'un romantisme? On va donner quelques caractéristiques. Le romantisme est un mouvement culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle. Lorsqu'on parle du XVIIIe siècle, c'est les Lumières. Donc, après les Lumières, il y a le romantisme. Donc, en Allemagne d'abord, elle est apparue à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et en Angleterre et se diffusant à toute l'Europe au cours du XIXe siècle jusqu'aux années 1850. Il s'exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique et la politique. Donc on parle de littérature, peinture, sculpture pour dire que c'est culturel déjà, hein, artistique. C'est un mouvement culturel, artistique qui a touché plusieurs domaines, et surtout la littérature. Donc on avait parlé de romantisme littéraire. Il se caractérise par une volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Donc, on a une exploration de toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Ça veut dire il est ainsi une réaction du sentiment contre la raison. Parce qu'on sait très bien que dans les Lumières, siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, on avait donné beaucoup d'importance à la raison, on s'attachait trop à la raison. Alors, le romantisme vient comme une sorte de révolution contre cet attachement radical à la raison. Donc, il faut donner aux sentiments leur part.
Ils ont une part aussi dans le bien-être de l'être humain. Donc, on s'attache petit à petit à l'état d'âme, à réactions affectives et les réactions sentimentales en quelque sorte. Contre la raison, exaltant alors quoi? Le mystère, le fantastique, et cherchant l'évasion et le ravissement dans le rêve, le morbide et le sublime, l'exotisme et le passé. Idéal ou cauchemar d'une sensibilité passionnée et mélancolique. Là, donc, on n'est plus dans le clan de ceux qui prônent la raison. Il faut donner au sentiment, à l'imagination, à l'évasion, au rêve sa part dans le bien-être de l'être humain. Donc, c'est une sorte aussi d'émancipation des contraintes de la raison. Il ne faut pas toujours s'attacher à la raison, sinon on est emprisonné. Donc, il faut essayer de marier les éléments ou bien de mélanger les éléments pour arriver à un stade logique, un stade qui permet à l'être humain de s'épanouir, de s'évader en trouvant refuge à d'autres stades de l'existence. Les stades, ce n'est pas toujours matériel, ça pourrait être aussi immatériel, à savoir l'imagination et le rêve. Ensuite, parmi les valeurs alors esthétiques et morales de ce courant, et les thématiques nouvelles donc ne tardèrent pas à influencer d'autres domaines. Les valeurs esthétiques et morales de ce courant littéraire, ces idées aussi influençaient bien sûr les autres domaines. C'est pourquoi on avait dit que c'est artistique, c'est culturel, ce n'est pas seulement littéraire. Donc elle a touché plusieurs d'autres domaines, à savoir la peinture, la musique, même la politique. Voilà, donc c'est le romantisme. Maintenant, le genre de l'œuvre, le roman à thèse. C'est quoi un roman à thèse? Ensuite, on va donner quelques caractéristiques de ce roman. Il s'agit d'un genre romanesque paru à la fin du XVIIIe siècle, toujours les fins des Lumières, siècle avec les Lumières. Il s'est développé surtout et s'est propagé au XIXe siècle. L'auteur raconte une histoire qui n'est qu'un prétexte lui permettant de défendre ou de réfuter une idée. Et donc retenez bien défendre et réfuter, parce qu'on aura besoin de ces deux termes-là. Donc lorsqu'on est dans défendre et réfuter, on est dans l'argumentation, on est dans la prise de position. Ça veut dire soit je défends une cause, soit je réfute une autre. Alors, l'histoire c'est quoi? L'histoire ce n'est qu'un prétexte. Ça veut dire un moyen, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas le but. L'histoire n'est pas un but. Même pour le dernier jour d'un condamné, toute l'histoire n'est pas un but. Mais c'est un moyen pour arriver à réaliser un but. Le but, bien sûr, c'est ce qu'on cherche à défendre ou bien à réfuter. Donc cette idée ou bien cette pratique pourrait être sociale, philosophique, religieuse. Et voilà donc. Le roman à thèse est un texte idée. Déjà, le mot thèse veut dire une idée. Donc, c'est un texte qui comprend une ou des idées, où l'auteur se cache derrière ses personnages pour transmettre ses propres messages. Donc, où ici, c'est avec un accent, donc c'est, voilà. Où l'auteur se cache derrière ces personnages. Ce qui fait l'auteur dans ce roman à thèse, seulement il se glisse dans la peau des personnages. Pourquoi faire? Pour les manipuler, pour arriver à transmettre un message. Et bien sûr, dans le roman à thèse qu'on a ici, Le dernier jour d'un condamné, le but essentiel, c'est abolir la peine capitale. C'est, ça y est, supprimer la peine de mort. Le condamné, toute l'histoire n'est qu'un moyen. Et c'est bien que le moyen doit être de grande qualité aussi. Hein? Sinon, on ne peut pas convaincre les autres. Donc, le roman à thèse est une expression utilisée en littérature pour classer des romans dans lesquels la réflexion philosophique ou politique prime sur l'histoire. Voilà, donc c'est une explication de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc c'est une réflexion. Le roman à thèse, c'est surtout une réflexion, la réaction de l'auteur à l'égard des conditions politiques et philosophiques et religieuses qui régnaient, qui dominaient à l'époque.
Ce sont des romans mettant en scène des personnages destinés à... Le rôle de personnage, c'est quoi? Illustrer, représenter des concepts ou des courants philosophiques. Il s'agit d'un genre didactique. Pourquoi didactique déjà? Parce qu'il renseigne, il donne des informations, il enseigne. Donc, il y a un enseignement dans le roman à thèse. Il y a une morale, il y a une leçon à apprendre. Donc, d'un genre didactique qui naît principalement au XVIIIe siècle, avec les Lumières, à travers bien sûr les auteurs tels que Denis Diderot et Voltaire, ça veut dire alias François-Marie Arouet. Donc là, on avait surtout dans les Lumières, on avait le conte philosophique à ce niveau-là. Donc le conte philosophique, il avait cette visée argumentative, cette visée qui cherche à critiquer, à défendre et à réfuter. Donc, c'est le fils légitime, si je pourrais le dire. Le roman à thèse, c'est le fils légitime de conte philosophique de l'époque. Maintenant, on va passer à quelques définitions en rapport avec le genre. On avait vu le genre roman à thèse. Maintenant, on va voir quelques autres genres en rapport avec ce genre. À savoir d'abord, la littérature, on va parler de façon générale de la littérature engagée. C'est quoi la littérature engagée? C'est une littérature qui renvoie en règle générale à la démarche d'un auteur, qu'il soit poète, romancier, dramaturge, essayiste et autres, etc., qui défend une cause éthique, politique, sociale ou religieuse par et dans ses œuvres. Donc, littérature engagée, ça veut dire que l'écrivain, l'auteur de ses écrits, s'implique dans une condition, dans une question bien déterminée, qu'elle soit politique, religieuse ou sociale. Donc il s'implique, il est engagé pour corriger, il est engagé pour critiquer, il est engagé pour défendre, pour réfuter. Ça veut dire il prend position, il essaie de faire partie de mouvements de changement en quelque sorte. Bien sûr, donc voilà, ici, engagé, ça vient de l'engagement. C'est quelqu'un qui est engagé, qui s'implique dans son œuvre. On dit d'une œuvre qu'elle est engagée lorsqu'elle présente certaines opinions ou prises de position de son auteur sur un sujet. Bien sûr, une littérature engagée, dans une littérature engagée, on a la prise de position de son auteur à l'égard d'un phénomène bien déterminé, qu'il soit social, religieux, ou bien politique, éthique, et ainsi de suite. Voilà. Donc, dans le dernier jour d'un condamné, on a aussi l'engagement de Victor Hugo. Il s'engage. On sait très bien que Victor Hugo, donc, elle a décidé d'écrire cette œuvre parce qu'elle avait déjà vu ce spectacle. Elle est passée à côté d'une exécution. Donc, elle a décidé, en quelque sorte, d'écrire cette œuvre tout en s'engageant à changer la situation. Et on s'engage pour changer la situation. Et bien sûr, ici, c'est abolir la peine capitale, abolir la peine de mort. Alors, un autre genre qui a un rapport avec le roman à thèse, je vous ai déjà demandé de faire attention à propos des deux mots, réfuter et défendre. Donc ici, on a le réquisitoire. Le réquisitoire renvoie initialement au discours. Lorsqu'on dit discours, on est dans le côté oral, hein? Le discours prononcé par le représentant du ministère public où il accumule les accusations contre. Accumuler contre, c'est attaquer. C'est critiquer, c'est attaquer en quelque sorte. Surtout, c'est attaquer. Donc, on a soit défendre, soit attaquer. Donc, ici, il attaque l'accusé. Donc, le procureur général, bien sûr, dans le tribunal, il essaie à chaque fois où il y a une audience de justice, il essaie d'accumuler, d'énumérer plusieurs accusations aux condamnés. Donc, son discours, c'est un discours violent, c'est un discours dans lequel il attaque le condamné. Donc, par extension, alors, le réquisitoire désigne un texte. C'est par extension. Donc, à l'origine, c'est un discours prononcé par le procureur général, le représentant du ministère public. Donc, par extension, c'est un texte visant à s'attaquer, à critiquer une idée, quelqu'un ou une pratique. Bref,
on s'oppose à l'ordre établi. Donc, lorsqu'on veut attaquer une personne ou bien une idée ou bien critiquer une situation, on appelle ça surtout un réquisitoire et surtout en argumentant notre position. Le plaidoyer, c'est un discours qui vise à défendre. Si le réquisitoire vise à attaquer, le plaidoyer, c'est à défendre une cause, une personne, une idée. Donc on peut, si on veut faire un rapport, donc on avait dit que le réquisitoire, on parle dans le réquisitoire du procureur général. Si on voulait parler du plaidoyer, on peut parler, entre parenthèses, on peut parler de l'avocat. L'avocat, il défend le condamné. Hein. C'est défendre une cause, une personne, une idée. Tous deux, ça veut dire réquisitoire et plaidoyer, sont des textes argumentés, destinés à être lus oralement. Ils comportent donc des stratégies argumentatives propres à l'oral. Par exemple, ces stratégies sont des procédés oratoires, à savoir les questions rhétoriques, les fausses questions, ça veut dire les répétitions, les anaphores où il y a un effet rythmique, les apostrophes où on montre une certaine faiblesse, ça veut dire on appelle un pouvoir, supplication, et ainsi de suite. On a ici les interjections aussi, les exclamations. Là, ce sont des procédés oratoires. Donc, c'est des procédés, des stratégies argumentatives propres à l'oral. Dans les deux, bien sûr. Donc, ici, des quelques caractéristiques de distinction entre les deux genres. Dans le plaidoyer, celui qui parle, c'est nous, je, forte implication de l'émetteur. Dans le réquisitoire, c'est nous et je, l'implication de l'émetteur. C'est généralement la première personne. Dans le réquisitoire, dans le plaidoyer. Donc, il y a un je qui parle dans les deux. À qui? Donc, il y a l'implication de l'auditoire à convaincre, dans les deux cas, dans le réquisitoire et dans le plaidoyer. Seulement que dans le réquisitoire, l'implication de l'auditoire, elle est forte. Alors que l'implication de celui qui parle, elle est forte dans le plaidoyer. Une petite différence. De qui et de quoi on parle dans les deux genres? D'un sujet considéré comme victime dans le plaidoyer et d'un sujet considéré comme coupable dans le réquisitoire. Donc le sujet dans le plaidoyer, il est considéré comme innocent. C'est une victime. Alors que dans le réquisitoire, il s'agit d'un coupable. On ne le considère pas. Le sujet, surtout le sujet, on ne le considère pas comme innocent, il est coupable. Le vocabulaire dans les deux, donc on a dans le plaidoyer qu'il est amélioratif, c'est valorisant, alors qu'il est dévalorisant, dépréciatif, péjoratif dans le réquisitoire. Les procédés oratoires dans le plaidoyer, effet pathétique et déplorable, longues phrases rythmées, alors que dans le réquisitoire, on a des interrogations oratoires, les injonctions, les ordres, donner des ordres, des conseils et tout, les exclamations exprimant la colère, c'est la violence en tout cas on avait dit, l'indignation, longues phrases rythmées. Voilà, donc c'est pour ce qui est des procédés oratoires dans les deux genres. Pour ce qui est du registre, généralement le registre littéraire dans le plaidoyer, je dis généralement, pathétique dans le plaidoyer. Pourquoi? Parce qu'on parle déjà d'une victime. Hein? Alors que il est polémique dans le réquisitoire. Là, une attaque, c'est surtout un acte offensif envers quelqu'un qu'on considère comme coupable. C'est polémique. Voilà. Et la stratégie, bien sûr, dans le plaidoyer, puisque c'est pathétique, c'est appeler la compassion, c'est appeler la pitié et la commisération. Alors que dans le réquisitoire, c'est de l'ironie, c'est appeler la raison. Voilà. On fait appel à la raison pour convaincre, beaucoup plus que appeler les sentiments pour persuader. Dans le pathétique, on parle du côté émotionnel et affectif. Donc, on va passer maintenant au paratexte de l'œuvre. Le titre, on commence par le titre. Bien sûr que c'est le dernier jour d'un condamné. Nous constatons que le titre de notre corpus, le dernier jour d'un condamné, il y a un manque ici, est un titre incomplet. Il y a un mot qui manque,
qui est quoi? Qui est le mot à mort. Condamné, bien sûr, à mort. Le titre, le dernier jour d'un condamné, a une fonction descriptive, car il explique très bien le contenu de l'œuvre. À partir du titre, déjà, j'ai une conception de l'œuvre. Une conception, bien sûr, sur cette œuvre. De quoi on va parler? On va parler d'un condamné à mort. C'est l'histoire d'un condamné à mort. Donc la fonction que remplit le titre, c'est une fonction descriptive. Il présente déjà, elle décrit l'histoire. C'est en effet un titre thématique, plus précisément littéral parce qu'il désigne l'événement du texte. Bien sûr qu'il présente déjà la thématique de l'œuvre, c'est la condamnation à mort. Et on a le dernier, et on a jour là, on a le contexte spatio-temporel, on va voir ça par la suite. Il laisse entendre que le lecteur va vivre avec le prisonnier un jour dans sa vie. C'est un jour, donc c'est singulier déjà, dans sa vie avant la mort. Nous comprenons que l'auteur de cette histoire met le lecteur dans un cadre et dans un moment particulier. Bien sûr, c'est la fonction descriptive de l'incipit, on la trouve ici dans le titre. C'est l'ancrage dans le cadre spatio-temporel. Donc, comment peut-on alors dire qu'il y a un cadre spatio-temporel dans le titre? D'abord, celui qui marque la rencontre de la vie, c'est le jour, et de la mort, dernier. Mais parfois, l'adjectif dernier désigne une fin aussi. Peut indiquer le classement de quelqu'un ou de quelque chose, mais dans notre cas, il désigne la mort. Puisque c'est le dernier jour, on parle alors de la mort. D'un condamné, bien sûr, son dernier jour, c'est sa mort. Le cadre est celui de la prison. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un condamné. Donc, le dernier jour. Si on veut analyser le titre, on a le cadre spatio-temporel et le personnage principal aussi. Donc, le dernier jour. Il s'agit du cadre temporel. C'est un dernier jour. De qui? Le personnage principal, un condamné. Ici, il est précédé d'un article indéfini pour toujours laisser la place vide, en quelque sorte. C'est un inconnu, c'est un X. Là, un condamné, c'est anonyme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il vit, ce condamné. Il peut être Jacques, il peut être Jacqueline, il peut être Saïd, il peut être Jalal, peu importe son nom, qui que soit, donc, quoi qu'il soit, on doit prendre en considération ce qu'il vit. Ce n'est pas intéressant, c'est qui? Un pauvre, un riche, un Français, un Américain, un Mexicain, je sais pas, un Arabe. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un être humain. C'est pourquoi alors on a laissé le Victor Hugo, il a laissé ce vide en quelque sorte. C'est anonyme. Un condamné. Le dernier jour d'un condamné, le mot condamné nous laisse alors, ou bien nous pousse à penser au cadre spatial, c'est la prison. Donc voilà la fonction qui est thématique et descriptive de titre. Dans la préface, on passe alors à la préface du dernier jour d'un condamné. À noter qu'il y a deux préfaces, si je me rappelle bien. L'essentiel, on a une grande préface et une autre qui est petite. Une de 1836, je crois. Voilà, ou bien 32. Donc, dans la préface, du dernier jour d'un condamné, l'écrivain donne des indices sur le contenu du roman. Il démasque l'idée principale de l'œuvre, l'idée politique et l'idée sociale. Victor Hugo, dans son roman, joue le rôle de défenseur de l'abolition de la peine capitale. À l'époque, à travers cette préface, l'idée de la peine de mort est devenue un scandale. À travers la préface. Donc, cette idée de la peine de mort est devenue un scandale. C'est le rôle de cette arme qui est l'écriture.
Voilà, cela peut bien sûr corriger plusieurs anomalies dans la société, plusieurs défauts, plusieurs problèmes. L'écrivain essaie, à travers son livre, de changer l'opinion du peuple et des dirigeants. C'est un message adressé à tous les lecteurs, qu'ils soient des responsables, des juges, des ministres, des rois, des menuisiers. Voilà, donc il est adressé surtout aux responsables pour corriger, bien pour changer ce verdict qui est la peine capitale. Il a mis beaucoup de preuves pour appuyer l'idée. Pour cette raison, l'auteur a choisi cette histoire. Bien sûr, l'histoire n'est qu'un moyen pour arriver au but qui est le but, bien sûr, ici, c'est abolir la peine capitale. C'est le but essentiel, l'objectif essentiel. L'histoire n'est qu'un prétexte. L'histoire n'est qu'un prétexte, n'est qu'un moyen. Dans cette préface, le nom de l'auteur, Victor Hugo, est mentionné 24 fois. Ce sont des statistiques et qui donnent aussi des lectures à propos de l'œuvre. 24 fois. Le mot guillotine est mentionné 6 fois. Condamné à mort est mentionné 4 fois. La peine de mort est mentionnée 10 fois. Le titre, le dernier jour d'un condamné, est mentionné 3 fois. Exécution est mentionné 10 fois. Ces mots employés par l'auteur pour expliquer le contenu du texte désignent qu'il y a un homme incarcéré et condamné à mort, mais on ignore son nom et son forfait. Cet homme souffre pendant les dernières heures avant sa mort. Et Victor Hugo, à travers son œuvre, lance un message contre l'exécution de la peine de mort, voire l'abolition de la peine capitale. Ici, surtout, ce qui fait l'arme principale de Victor Hugo dans cette œuvre, ce n'est pas l'exécution, surtout, mais c'est la condamnation. C'est l'attente, c'est la durée avant l'exécution. C'est ce qui est pénible. L'exécution, on sait très bien que c'est ça, ça y est, voilà, elle va être exécutée, elle va finir, elle va mourir. Cela ne va pas prendre que quelques secondes. Mais ce qui est pire, ce qui est misérable, ce qui est pathétique, c'est surtout l'attente de la mort. Et c'est toujours ce qui est pénible, ce que voulait montrer Victor Hugo à travers cette œuvre. Ce n'est pas l'exécution qui cause un problème, c'est la durée avant l'exécution. Le condamné sait très bien qu'il va mourir à une date précise. En attendant cette heure, donc bien sûr, en attendant cette mort, elle va vivre un calvaire. Il va vivre une pire souffrance, une obsession. Il va être obsédé. Il va être une sorte de folie même. Il va être fou en attendant cette mort. Donc voilà que l'histoire sert comme moyen pour arriver à un but intéressant qui est l'abolition de la peine capitale. Et finalement, voilà, merci pour votre attention et à une prochaine présentation. Voilà.